Top, on est parti. Bonjour Justin. Bonjour. Bienvenue au Startup Lab. Je suis honoré et super content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Donc j'ai quelques questions à te poser sur ton parcours d'entrepreneur, l'aventure Press Minister. Et ensuite on coupera la caméra, on laissera les étudiants poser des questions comme c'est la tradition au Startup Lab. Super. Et donc ma première question c'est, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, quel type d'études tu as fait et comment tu t'es retrouvé à devenir entrepreneur? Ok. Alors d'abord je suis désolé, j'ai une toux, donc de temps en temps je vais tousser, ça va être un peu pénible mais c'est comme ça. J'ai commencé à coder à l'âge de 12 ans. J'ai eu la chance que mon père était parmi les précurseurs et il a acheté un ordinateur, c'était un Tandy TRS-80 à l'époque, dans les années 82, un truc comme ça. Ou non, lui il l'avait acheté avant, mais moi j'ai commencé à jouer avec en 82. Et j'ai commencé à coder, on habitait à la campagne, j'étais, je dirais, très isolé dans cette démarche-là, j'avais pas de potes avec qui j'échangeais des jeux et des choses comme ça. Donc je jouais très peu dessus puisqu'on n'avait pas de jeu et je codais. Et j'avais la chance de pouvoir coder des petits outils pour mon père. Bon, j'ai continué à faire ça pendant longtemps, j'ai upgradé mon matériel, puis j'ai terminé avec un Atari 1040 ST qui avait 1 méga de mémoire vive, ce qui était juste stratosphérique à l'époque, et qui avait un système d'exploitation qui était multitâche et qui ressemblait un peu à l'ancien système du Macintosh. Il s'appelait Gem de mémoire. Gem OS ou bref, peu importe. Et puis j'ai fait des études scientifiques, donc j'ai fait un bac E qui était à peu près l'équivalent d'un bac S mais avec des trucs en moins et des trucs en plus. J'ai fait une prépa T'. Et puis à la fin de ma prépa T', j'ai intégré l'école des mines de Saint-Étienne. Malheureusement, pendant que j'étais en prépa, j'ai dû mettre mon goût pour le codage de côté, puisque j'ai dû faire de la chimie, de la physique et des maths. Et heureusement pour moi, j'ai pu reprendre à coder sérieusement à l'école d'ingénieur, en école d'ingénieur à Saint-Étienne, où on a commencé à faire Alors j'étais en filière généraliste, mais j'ai pu dès la 2e année commencer à faire de l'informatique sérieusement et en 3e année très sérieusement. Voilà pour mes études. À la fin de mes études, j'ai eu la chance de faire un stage de fin d'études à l'INRIA avec une équipe qui était en train de monter une boîte de prestations de sécurité sur Internet. C'était vraiment le tout début d'Internet, on ne parlait pas encore de start-up et encore moins d'Internet dans la presse. On était en quelle année? 93-94. Mais donc je suis tombé là, dans le bain start-up et Internet. Au début en tant que salarié simple. J'ai fait une démo d'Internet quand même au PDG de Elf. C'était Elf. Non, pas Elf Total, ou enfin bon, un de ces trucs-là, je ne sais plus lequel des deux. Bon, donc, c'était vraiment le début d'Internet, les mails, le modem, etc. Dans cette boîte, il y avait un héritage Minitel, il y avait un ADN Minitel assez fort, Minitel et Télécom assez fort. Et donc il y avait une espèce d'obsession, c'était d'arriver à reproduire sur Internet la possibilité de gagner de l'argent et donc de faire du business, et donc de faire un système de paiement en fait, pour avoir du pay-per-view ou des choses comme ça. Et donc il n'y avait évidemment pas de système de paiement sur Internet à l'époque. Et du coup, on a fabriqué un système de paiement sécurisé sur Internet. Et donc, j'étais très opérationnel dans ça. J'étais développeur, puis chef de projet. On a vendu notre système à un client qui s'appelait BNP Paribas. Paribas à l'époque. Pas encore BNP Paribas. Et puis, ils ont créé une marque qui s'appelait Clayline. Clayline et la Claybox, c'était l'outil, je ne sais pas si tu t'en souviens. Moi, ça me dit quelque chose, ouais. Les autres, probablement pas.
Et on pouvait acheter le monde en PDF pour 5 francs grâce à notre système de paiement. Et pour la petite histoire, les patrons, enfin mes managers de l'époque, ont été en discussion avec le fondateur de PayPal, carrément. Puisque c'était à ce moment-là que, Il y avait pas, à cette PayPal époque, n'existait évidemment pas. Très peu de gens bossaient dessus. Non, il y avait pas mal de gens qui bossaient sur le paiement sécurisé. C'était D'accord. quand même, c'était très hype, c'était vraiment, bien avant toute la mode des fintechs évidemment, mais c'était, tout le monde avait bien identifié qu'il fallait un système de paiement, il fallait des systèmes de paiement sur Internet. C'était un truc bien identifié, tout le monde avait ça en tête. On parlait déjà de crypto-monnaie à l'époque, donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas nouveau. Il y avait des boîtes dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il y avait DigiCash, un truc qui s'appelait DigiCash qui existait à l'époque et qui était une crypto-monnaie qui existait. Donc il y avait tout ça. Il n'y avait pas encore de SSL, donc nous on a dû développer notre propre protocole sécurisé au-dessus de HTTP pour pouvoir sécuriser tout ça. Et donc parce qu'il n'y avait pas de SSL, il fallait installer une appli sur le poste client pour pouvoir sécuriser les transactions. Il y a eu un conflit d'actionnaires, donc la boîte s'est plantée. À un moment donné de levée de fonds, il y avait un des actionnaires qui s'estimait lésé par cette levée de fonds. Donc la boîte a déposé le bilan de façon très rapide. Il y avait un fonds asiatique, Vertex, qui devait rentrer au capital. Et du jour au lendemain, on déposait le bilan. Et comme j'étais assez clé dans le dispositif, donc il y a évidemment eu 2 clans qui se sont formés, et il y a eu certains des fondateurs qui m'ont demandé de les rejoindre en tant que cofondateur pour racheter le fonds de commerce de cette entreprise. Donc c'est ce qu'on a fait, et on a prévendu le système de paiement, on a prévendu une version 2 du système aux clients historiques. Et donc c'est ce client historique qui était Paribas, c'est ce client historique qui a financé en plusieurs millions de francs, qui a financé le rachat du fonds de commerce, le recrutement et la remise sur pied de l'équipe. C'était notre levée de fonds en fait, mais auprès de notre client, ce qui était parfait. Bon, je vais accélérer un petit peu. Là, bon, en fait, bien que c'était très hype de faire du paiement sécurisé sur Internet, on est maintenant en 96, 97, 98 par là. Il n'y avait personne qui achetait sur Internet malheureusement, et il y avait finalement assez peu d'utilisateurs d'Internet en France et dans le monde. Et donc le paiement sécurisé, ça a excité des financiers et des techos, mais pas vraiment des foules. Donc j'ai estimé qu'il fallait que j'avance et que je passe à autre chose. Je suis allé faire du service dans un univers Windows, puisqu'à l'époque tout ce que j'avais fait était en environnement Solaris, Sun Solaris, Sun OS. Donc je codais en C++, je codais en Perl 5, c'était mes 2 langages de prédilection à l'époque, avec le HTML bien sûr, mais HTML c'était très simple par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et puis du coup je me suis dit tiens, je vais faire du Windows un petit peu, puisque je vais rajouter une corde à mon arc. Je suis allé faire du Windows, c'était avant le C#, donc j'ai fait du VB et du C++, du Windows, comment c'était, Microsoft Visual C++, voilà, à l'époque. Et j'ai aussi fait pas mal de JavaScript. Au bout d'un an, j'ai maîtrisé les technos, et au bout d'un an, j'étais dans un environnement qui ne m'excitait pas. C'était pas l'environnement startup, j'étais dans un environnement de grand groupe, donc je manquais d'adrénaline. Tout ça était un petit peu mou et pas très excitant. Et en fait, je m'endormais vraiment tous les jours après manger. Je m'endormais sur mon clavier, c'était juste horrible. Et donc j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de revenir en start-up. Et donc au bout d'un an, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu ma première expérience de directeur technique à ce moment-là, de directeur technique de start-up, sur une équipe de petits jeunes dont certains sortaient de l'EPITA, je pense, mais qui n'avaient pas complètement fini leurs études. Là, pour le coup, maintenant, là, c'était vraiment le moment du hype start-up. Il fallait faire une start-up, sinon c'était pas cool. On est en début de la bulle. Là, elle est en 99, ouais, fin 99. Exactement, ouais, fin 99. Et c'est un petit peu le début de la bulle. Et donc, il y avait une équipe de jeunes qui avaient à peine fini leurs études, voire pas fini leurs études, et qui montait une boîte avec un plus vieux qui était le père qui avait l'idée
cofondateur en fait, qui avait l'essentiel départ également. Et je suis resté 6 mois. Au bout de 6 mois, on a fait le constat que la greffe n'avait pas prise. Et donc j'ai cherché du boulot. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mes associés de Price Minister en mi-2000, en août 2000. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Price Minister Bien sûr. Surtout par rapport au contexte de l'époque. Alors, contexte de l'époque, c'était que c'était pas encore l'éclatement de la bulle, mais il y avait un sentiment de ça va éclater, il y a un truc, ça va mal tourner. Il y avait un sentiment que c'était trop intense tout ça. On s'est rencontrés en août. 3 jours plus tard, on s'est serré la paluche. Il y avait grosso modo 3 associés. J'étais le 4e. Je ne les connaissais pas. On s'est rencontrés. Ils cherchaient un directeur technique qui pouvait devenir associé. Et moi, je cherchais exactement l'inverse de ce qu'ils cherchaient. Donc, c'était idéal. Et du coup, j'étais associé. J'ai commencé non pas par coder, mais par recruter et par rédiger un petit peu, par me clarifier les idées sur qu'est-ce que c'était exactement qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, en fait, c'était juste un clone d'une boîte américaine qui s'appelait Ralph.com et qui avait été vendue peu de temps auparavant pour 400 millions de dollars à eBay. Donc notre objectif, c'était de développer le plus vite possible la même chose en France et de se faire racheter par eBay 1 an ou 2 ans plus tard. Malheureusement, on a eu des échanges avec eBay, on a également eu des échanges avec Amazon, on a également eu des échanges avec Fnac, avec plein de gens, mais tous ces gens-là n'ont pas voulu nous acheter finalement. On a même eu des échanges très avancés avec Alapage, Wanadoo, donc c'était Wanadoo à l'époque, avant que ça s'appelle Orange, je crois. Et eux, ils nous ont fait croire qu'ils allaient nous racheter jusqu'à ce qu'on soit comme ça. Et finalement, ils ont dit non, mais en fait, changement de stratégie, on va pas le faire. Et le lendemain, ils ont lancé à la page Marketplace, qui était juste un copier-coller de Price Minister. Et tout ça avec l'argent public, hein, avec nos impôts quand même. C'était assez incroyable. Et ils avaient même copié nos conditions générales de vente avec les fautes d'orthographe. C'était un truc de fou, quoi. Et voilà, c'est à la page, quoi, hein. C'était pas une autre start-up, c'était une boîte énorme, quoi. On a réussi un tour de force, hein, qui était que donc en août, on était 4 cofondateurs. Août 2000. Et fin septembre, on était 20. On n'avait pas encore levé de fonds et on avait promis à donc une quinzaine de salariés qu'on les paierait dans 6 mois seulement et on leur paierait l'arriéré de salaire sur une base du SMIC, donc un SMIC mensuel par mois, et tout ça dans 6 mois. Et donc avec cette promesse-là, ce qui paraît complètement délirant aujourd'hui et impossible aujourd'hui, avec cette promesse-là, on a quand même réussi à recruter 15 personnes, dont une dizaine à la tech. J'avais moi compris, on devait être une dizaine à la tech. Sachant que toi-même, tu ne te payais pas non plus. Moi-même, je ne me payais pas non plus. Les salariés, les fondateurs ne se payaient pas non plus. De toute façon, on n'avait pas de fonds. Donc on ne pouvait physiquement pas se payer. Même le loyer, on avait réussi à obtenir des bureaux qui appartenaient à la copine de Pierre Kosciusko, mon associé, et à la grand-mère de la copine. Et donc, on ne payait pas de loyer. On avait aussi négocié de ne pas payer de loyer pendant 6 mois. Donc, inutile de dire que finalement, quand on avait des fonds, et au bout des 6 mois, le lendemain du jour où on a levé des fonds, il ne restait plus grand-chose, puisqu'on avait plein d'arriérés à payer. Mais ça a été une des recettes importantes du succès de Price Minister, puisque ça nous a permis d'aller très très vite. On n'a pas eu cette phase de recherche de fonds, de qu'est-ce qu'on fait, etc. Non, on a foncé, tête baissée. On savait très bien où on allait, on savait très bien quel produit, quel service on voulait monter. Et on savait que c'était un projet ambitieux.
Donc on n'a pas fait une première version dégradée, un peu low-tech. On a tout de suite fait un truc assez dimensionné pour pouvoir, avec des technos, je dirais, qui évolueraient, qui sauraient évoluer avec l'augmentation des volumes à la fois de données et les volumes d'utilisateurs. Sachant que vous avez quand même déjà un modèle, donc vous saviez à peu près où vous vouliez aller quand même. Ouais, mais c'était... oui, tout à fait. Tout à fait. Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire on avait une vision ultra précise de là où on est. Malgré tout, quand tu vas regarder un site comme HAL.com, c'est assez touffu, donc c'est pas évident de savoir quelle part. Déjà, tu as un premier travail qui est d'inventorier tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, et ensuite de décider qu'est-ce que tu vas développer au début, par où est-ce que tu vas le prendre, tu vois, parce que ton MVP, quand tu regardes un site de e-commerce, une marketplace en l'occurrence, c'est hyper balèze, c'est hyper complexe, il y en a partout, ça va dans tous les sens. Donc, déterminer quel est le MVP quand tu es confronté à la Rolls, entre guillemets, c'est pas évident, si tu veux. Mais du coup, moi, j'ai passé pas mal d'énergie sur au début, vraiment mesurer un petit peu le système qu'on voulait fabriquer et du coup ensuite élaguer, me dire bon, où est le tronc, tu vois, élaguer, enlever toutes les branches et déterminer que c'était ça le tronc et que c'est vraiment par ça qu'il fallait démarrer. Voilà. Et donc là, on est fin 2000, début 2001. On a ouvert le service début 2001, en janvier, 16 janvier 2001. On a lancé le service. Et donc, tu nous as parlé des tentatives de rachat ou des discussions que vous avez eues. Mais est-ce que tu peux aussi nous raconter comment ça s'est passé, les premières années, la croissance, et comment toi, d'un point de vue technique, tu as pu gérer un petit peu tout cet afflux de vendeurs et de clients sur la plateforme? Alors peut-être juste avant de parler de trop technique, je vais rester sur un contexte plus global d'évolution de l'entreprise et de milestones, on va dire. Donc on a lancé en janvier, alors qu'on avait des salariés depuis septembre, depuis début septembre ou fin août. Du coup, et on a levé, la première levée, c'était 750 000 €, quelque chose comme ça. Et donc, grosso modo, au mois de mars, on était à court de cash. Donc cette première levée nous a permis d'ouvrir le site, fabriquer la techno et de dire aux actionnaires, ben regardez, voilà ce qu'on a fait, ça marche, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. On a dû ensuite faire une deuxième levée de fonds, évidemment, donc à peu près à cette époque-là, sauf que là c'était compliqué parce que là, la bulle commençait vraiment à éclater. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a éclaté, mais là, ça commençait vraiment à sentir les roussis. Donc, impossible de parler à un fonds. Les fonds ne voulaient de toute façon, et même les business angels ne voulaient pas entendre parler de marketplace parce que c'était devenu un mot tabou. Du coup, on a dû lever des fonds, je dirais, faire une extension du premier tour, ce qui est finalement assez classique. On a juste doublé le montant, donc on a repris 750 000 € auprès des actionnaires existants. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont fait venir des potes, il y a eu un ou deux actionnaires supplémentaires, mais grosso modo c'était auprès des actionnaires existants qu'on a réussi ce tour de force. Cette levée-là nous a permis de tenir un an supplémentaire, au bout duquel, et l'essentiel des efforts, de l'énergie était mis côté marketing et côté commercial. Donc le commercial chez Price Minister, c'est clair pour tout le monde ce que c'était historiquement Price Minister. Peut-être que je devrais rappeler ce que c'était, parce qu'aujourd'hui c'est un peu vieillot Price Minister. Donc c'était une marketplace. À l'origine, Price Minister, ce n'était qu'une marketplace. Donc une marketplace, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Le Bon Coin est en train de devenir. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a plein de petites annonces, donc plein de vendeurs qui mettent des articles en vente, et il y a des acheteurs qui peuvent venir les acheter avec une transaction sécurisée, comme sur un site de e-commerce. Notre obsession, c'était de donner à l'acheteur l'impression qu'il était sur un site de e-commerce normal. D'accord ? Donc avec du paiement sécurisé, avec une adresse de livraison, mais finalement le vendeur, c'était pas Price Minister. Price Minister ne vendait rien en propre, d'ailleurs Price Minister ne vend toujours rien en propre, ou Rakuten ne vend toujours rien en propre, et on recrutait des vendeurs. Donc l'équipe commerciale recrutait des vendeurs, d'accord, des vendeurs professionnels. L'équipe marketing recrutait des acheteurs et des vendeurs particuliers. On avait un gros focus sur les vendeurs particuliers. Les vendeurs particuliers nous permettaient de prendre une commission significative, alors que notre commission était inférieure sur les vendeurs professionnels.
Donc pourquoi est-ce que j'ai fait un rappel sur ce que c'était que Price Minister? Justement pour la structuration des équipes en fait. Donc on avait cette équipe commerciale et du coup tous les efforts, toute la levée de fonds, la deuxième levée de fonds a été focalisée sur l'investissement marketing pour se faire connaître et l'investissement commercial pour recruter des vendeurs pro, puisque finalement le vendeur pro il apportait une diversité de l'offre et une complétude de l'offre, c'est-à-dire qu'on avait tous les produits du moment, voilà. Et le particulier apportait par-ci par-là des super prix, puisque le particulier, lui, il voulait plutôt se débarrasser d'un article dont il n'avait plus l'usage. Et donc, une BD qu'un professionnel vendait absolument à un certain prix, le particulier, il s'en foutait, il la mettait à 3 € et puis il voulait s'en débarrasser, quoi. Donc c'était vraiment assez pertinent à l'époque, parce que finalement, on était avant le déploiement large de la DSL, et donc ça semblait pertinent de pouvoir trouver un article à acheter sur Internet et de l'acheter auprès d'un particulier qui habitait à l'autre bout de la France. D'accord, ça c'était pertinent. Aujourd'hui, en fait, progressivement, cette proposition de valeur s'est dégradée puisque tout le monde est connecté maintenant sur Internet. Et donc, acheter à quelqu'un qui habite à Marseille, ça n'a plus de sens. Il vaut mieux acheter à quelqu'un qui habite à 3 blocs ou en face. Mais sauf qu'à l'époque, le mec qui habite en face et qui a le produit que je cherche, il n'était pas sur Internet. Et donc, pour trouver le produit que je cherche, il fallait l'acheter au mec qui habite à l'autre bout de la France. Et qui était connecté à Internet. Donc du coup, je pense, mais ça n'engage que moi, je pense qu'avec l'augmentation du nombre avec la généralisation du nombre de gens connectés sur Internet, finalement la proposition de valeur de Price Minister s'est dégradée. Elle avait moins de valeur. Bref, donc l'équipe technique pendant ce temps-là est restée stable. Et lorsqu'on a épuisé notre deuxième levée de fonds, on commençait à avoir démontré qu'on savait faire des choses, qu'on savait recruter. On avait réussi à faire une campagne d'affichage, alors pas dans le métro, mais sur le réseau JC2Co, donc c'est les grandes affiches 4x3 qui sont sur les chantiers, des trucs comme ça, qui sont sur le périph'. Et donc là c'était par le réseau, parce qu'on avait de la chance, parce qu'en fait le père de mon associé connaissait JC2Co, donc voilà, on a eu un deal qui est assez difficile à reproduire. Donc il commençait à y avoir un peu de buzz sur Price Minister. Malgré tout, pour arriver à faire cette troisième levée de fonds, il a fallu qu'on démontre qu'on était capable de baisser les coûts. Et donc j'ai dû réduire la taille de l'équipe technique qui est passée du coup de 10 personnes à 5 personnes. Donc ça c'était assez violent sur l'équipe technique. Et du coup à ce moment-là, moi je me suis retrouvé non plus vraiment manager, mais complètement opérationnel. J'ai dû plonger sous l'eau et je me suis remis, pas à coder, mais ouais, j'ai codé pas l'application principale, mais j'ai dû participer au codage et rentrer vraiment dans les détails techniques, les détails d'architecture et les problématiques de debug, d'analyse de log et de résolution d'incidents. C'était sur moi que ça tombait. Donc je crois que c'était un peu ça la question. Ouais, du coup, au début, pardon, j'étais, je dirais, très manager parce que j'avais 10 personnes tout de suite. Donc j'étais vraiment dans un travail de chef d'orchestre, de m'assurer que tout le monde avait une to-do list et que tout le monde savait ce qu'il devait faire et de bien identifier le MVP. Et puis ensuite, j'ai dû rentrer un poil plus profond dans la techno. Et ça a été extrêmement difficile quand ensuite on a commencé à reprendre du momentum et à se dire bon maintenant il faut redévelopper des nouvelles fonctionnalités de façon significative, il faut redevenir ambitieux puisque le business commençait à marcher, donc les revenus augmentaient, donc on pouvait se permettre de réaugmenter les coûts. On était dans les deux courbes étaient vraiment parallèles et se rapprochaient, donc on prenait confiance. Et là c'était en tant que manager d'une équipe de 5 personnes avec beaucoup d'activités, il se passe beaucoup de choses, il y a un site avec beaucoup d'utilisateurs, il y a des problèmes techniques qui faisaient que le site plantait tous les jours, malgré les technos tout à fait honorables qu'on utilisait. Et ça a été extrêmement difficile pour moi de sortir la tête de l'eau pour faire du recrutement. Donc ça c'est un des points, et c'est marrant parce que je l'ai revu ça, d'une part auprès des startups que j'accompagne aujourd'hui, et d'autre part dans mon équipe, lorsque j'avais des managers qui avaient quelques personnes dans l'équipe, et à qui je disais il faut que tu recrutes, il y a plein de taf, recrute. Le manager de 3-4 personnes qui a la tête dans l'eau, il a énormément de mal
à sortir la tête de l'eau, sortir la tête du guidon et recruter. Ça, c'est un problème. Surtout sur un marché où recruter des profils techniques est de plus en plus compliqué. Évidemment, évidemment. Ça ne fait qu'aggraver le truc. Donc on en était à la période où les revenus sont en train d'augmenter. Prise de confiance, et du coup on a flirté, on a eu toute une période où on disait qu'on avait atteint la rentabilité opérationnelle. Ce qui veut dire qu'en fait, on était, nos revenus couvraient nos coûts opérationnels. Et en fait, ce qui dépassait, c'était le marketing. Et donc finalement, on disait, bah, si on arrête le marketing, on est rentable. Alors, évidemment, on ne voulait pas arrêter le marketing, mais bon, on pouvait, du coup, on dosait le truc. Et on a quand même eu souvent, novembre, décembre, janvier, c'était des mois rentables. Vraiment rentables. Et là, on a été courtisé. Là, je pense qu'on a dû refaire un tour de table encore, un petit tour de table, là en faisant entrer un petit fonds. Et là, c'était très très dur pour nous, psychologiquement, parce que ce fonds nous a mis des conditions classiques, hein, comment ils s'appellent ces clauses, hein, de bad liver, ou de good liver et de bad liver, qui font que, alors que ça faisait déjà, je ne sais pas, 3 ans qu'on trimait sur Price Minister, et ben, il y a un petit fonds qui arrive et qui nous dit, bon, ben, moi je vous donne 500 000 €, mais par contre les gars, hein, si vous partez avant 2 ans, vous perdez tout. Et là, c'était vraiment, enfin, moi je sais que ça m'avait foutu dans une rage folle à l'époque. Je trouvais ça tellement injuste, tellement, mais bon, c'était la condition pour avoir ces fonds supplémentaires. Et donc on a fait ça. Et c'était un moment où on se disait, bon, bah, peut-être que, puisque c'était quand même nous les gros salaires, on se disait, bah, peut-être qu'il faut qu'on parte, parce que peut-être que le plus qu'on avait à contribuer, on l'a déjà contribué, donc peut-être que maintenant il faut que l'entreprise vive sa vie toute seule sans nous, et comme ça elle sera rentable, etc. Bon, on est quand même resté. Et on a bien fait, puisque peu après, on a été contacté par 3i, qui était un gros fonds qui nous a proposé 5 millions d'euros sur une valorisation tout à fait attractive. Et là aussi, il a fallu re-signer des clauses de good liver, de bad liver. Et il y en avait même une liquidation pref qui nous avait un petit peu surpris à l'époque, même si c'est ultra classique. Et, donc juste pour expliquer, un liquidation pref, c'est dans le cas où il y a un événement de liquidité, c'est-à-dire que l'entreprise se fait racheter, oui, c'est les fonds qui se servent en premier. Et s'il reste de l'argent, à ce moment-là, ce sont les fondateurs et les business angels en dernier qui vont récupérer le cash. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si le fonds investit sur une valorisation de l'entreprise de 10 millions, par exemple, et que l'entreprise est vendue 10 millions, bah, le fonds récupère 10 millions et les autres actionnaires récupèrent 0. Là, je force le trait, c'est le cas extrême, et c'est ça que ça signifie. Et la liquidation pref, il y a même des liquidation pref double dip, où, enfin, je n'ai plus exactement le vocabulaire en tête, mais où le fonds dit, moi je me sers 2 fois. C'est-à-dire que c'est la valo c'est 10, et moi je vais prendre 20, et après vous pourrez vous servir. Donc toutes les levées de fonds de Uber ou de tous ces levées de fonds là dont on entend beaucoup parler, ou les trottinettes électriques, etc., vous pouvez être sûr que les valorisations sont stratosphériques parce que les fonds disent, attends, moi si jamais on vend l'entreprise, moi je vais me servir d'abord, beaucoup, et ensuite les autres actionnaires se serviront. Il faut avoir ça en tête, et c'est juste classique, hein, c'est toujours comme ça. Où en étions-nous? Donc 3i est rentré en 2005. Et là, on est rentré dans une phase, je dirais, d'un certain confort, puisqu'on avait le sentiment d'être sorti de l'eau. Et puis, quand on mettait l'entreprise en zone de non-rentabilité, c'est parce qu'on le voulait bien, donc parce qu'on voulait investir plus en marketing. On a racheté d'autres entreprises, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, mais ça nous a permis de paraître plus gros qu'on était. Et donc, ça, en termes de marketing, ça a fait que Price Minister rayonnait beaucoup plus enfin, à une échelle beaucoup plus grande que son chiffre d'affaires. Du coup, on a investi beaucoup en marketing pour acheter de l'audience. Du coup, comme on a acheté de l'audience, on a été à un moment donné le plus gros site de e-commerce en France dans les classements, ou pas loin du plus gros, même plus gros qu'Amazon et plus gros qu'eBay, parce que on a acheté du trafic.
Et puis, on a été finalement vraiment rentable lorsqu'on a décidé vraiment de l'être. Et donc l'année où on a vendu, donc en 2010, on a généré 15 millions de résultats. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de l'équipe technique? L'équipe technique faisait 100 personnes. Il y avait 100 personnes dans l'équipe technique lorsqu'on a vendu. De façon assez consistante, c'était la moitié des effectifs. Mais une marketplace, c'est quand même, donc c'est un site de e-commerce, mais c'est quand même un site très très technique. Normalement, dans un site de e-commerce, typiquement, je vais prendre Sarenza, qui n'était pas une marketplace, l'équipe technique n'était pas la moitié des effectifs. Dans un site de e-commerce normal, il y a beaucoup moins de techniques qu'il y avait chez nous. Donc techniquement, tout était développé from scratch. L'équipe technique s'est structurée en 12 équipes. Il y avait 12 équipes différentes, dont 4 équipes de dev en croisière, et on est monté à un moment donné jusqu'à 6 équipes de dev. Il y a eu de nouveau, je vous ai parlé d'une époque où il a fallu réduire les coûts. Ça s'est reproduit plus tard, où on a dit à un moment donné, bon, on a un peu déconné, on a un peu trop recruté. Par ailleurs, il y a une équipe qui, merde, ça marche pas bien, c'est peut-être pas les bonnes personnes, donc on a dégagé 5 ou 6 personnes d'un coup, ce qui nous a permis de réduire les coûts. On l'a fait aussi dans une ou deux autres équipes. Les technos, c'était full Java, que du développement propriétaire quasiment. Il y avait une raison à cela, c'est parce qu'il y avait une volonté d'indépendance, c'était il n'y avait pas de, logiciel marketplace à l'époque, et puis il n'y avait pas de logiciel enfin si, il y avait des logiciels de e-commerce, mais rien qui, après, comme on n'avait pas de fonds au début, donc finalement l'open source, on a pris beaucoup de composants open source. L'open source permettait une certaine agilité, aller très vite. J'ai mis le seul truc qui n'était pas open source, c'était Oracle. Donc on a utilisé la base de données Oracle dès le début. J'ai mis des mois à négocier avec Oracle. On avait lancé le site bien avant que la négo soit terminée avec Oracle. Donc si j'avais du oui, donc on n'était pas, je dirais juridiquement c'était un peu bancal, mais on avait téléchargé Oracle. Il y avait une offre startup, mais il fallait quand même bien discuter, quoi. Full Java. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comprendre quels ont été les challenges techniques les plus importants. Donc, j'ai entendu le fait que vous n'avez pas beaucoup de fonds, donc il fallait tout développer from scratch. Est-ce qu'il y a eu des challenges, par exemple, dans la scalabilité que vous avez dû gérer? Ensuite, j'ai d'autres questions sur autre que la technique, mais c'est... Il y a eu il y a eu deux plaies techno chez Price Minister qui étaient liées à l'immaturité des technos de façon générale à l'époque. Donc c'était Java. C'est que Java, c'était pas très mature encore à cette époque, même si on était déjà à la version, je sais pas, 4, 5, 6 de Java, je sais plus. Le garbage collector de Java était une bête assez difficile à dompter lorsqu'on avait beaucoup de trafic et beaucoup d'audience, et lorsqu'on avait un truc qui était multithreadé et qui fonctionnait vraiment, quoi. Et donc moi-même je suis devenu un des rares experts du garbage collector Java, alors que je ne savais même pas coder en Java. Je pense que j'étais l'un des rares experts français de la machine virtuelle en Java, du garbage collector. Et on graphait tout, on analysait la consommation mémoire, on analysait les temps de garbage collector, la fréquence du garbage collector, etc. pour arriver à comprendre. Et donc là, ça a été un coup de bol en fait, qu'on ait réalisé que nos problèmes venaient de là. On a fini par y arriver. Et puis aussi Java a progressé, donc le garbage collector Java a fini par devenir quelque chose qui pouvait tolérer un grand nombre d'utilisateurs simultanés. Donc ça a été un des gros sujets. Et ça s'est combiné d'ailleurs avec un bug qu'on avait dans notre système, qui était, un des points importants. Donc, historiquement, Price Minister, c'était juste 4 catégories de produits. C'était les DVD, les livres, les jeux vidéo et les CD.
Pourquoi ces produits-là? Parce qu'on peut trouver les bases de données très facilement de ces produits-là, d'accord? C'est des bases référencées. Et tous ces produits ont soit des EAN, soit des codes barres, quoi, pour faire simple. Et malheureusement, tous les codes barres des livres commencent par 222. Et du coup, il y a un jour quelqu'un qui a tapé dans le moteur de recherche de code barre, il a tapé 222. Et la façon dont l'appli était codée fait que il a tenté de ramener toute la base de livres, c'est-à-dire 1 million de livres, dans la machine, dans le serveur applicatif. Et bon, bah ça, vous pouvez imaginer, ça nous a planté tous les jours à 7 h, c'était l'heure de pointe. Et on pense que c'est nos concurrents, on avait un petit concurrent à l'époque qui faisait exactement la même chose. Et on pense qu'ils avaient dû avoir le bug, ils avaient dû se rendre compte du problème chez eux. Et ils ont dû se dire, tiens, ben, on va voir s'ils ont fait la même connerie que nous. Et donc tous les jours, ils nous plantaient. Et ils nous faisaient tomber, on avait 3-4 serveurs appli à l'époque, et ils faisaient tomber nos serveurs appli les uns après les autres. Et pendant que nous, on en relançait, ben, ça retombait. C'était juste abominable. Mais c'est finalement ça qui, combiné avec qui nous a permis de détecter le problème de Garbage Collector, puisque finalement, monter le million de livres dans le serveur applicatif, ça stressait tellement le système que ben, ça mettait en épi, ça rendait très saillant le problème de gestion de mémoire. Et finalement, on a réussi à trouver ces deux problèmes de façon concomitante. Et puis ensuite, donc, voilà, il y a eu ces deux trucs-là. Aujourd'hui, si vous lancez un site de e-commerce ou un site qui gère des millions de produits, puis c'était ça les volumes, c'était pour ça que c'était un truc assez challenging, c'est qu'on savait que le jour du lancement, on avait grosso modo 1 million de livres et 1 million d'autres produits à gérer. En base, hein, c'était ça le point de départ, on avait 2 millions de produits. Ce qui était un challenge significatif, d'autant plus si vous mettez quelques utilisateurs là-dessus et pas juste un seul. Et donc, d'où l'utilisation d'Oracle. Et donc aujourd'hui, si vous deviez faire ça, vous utiliseriez naturellement Algolia pour faire le moteur de recherche. Sauf que Algolia n'existait pas à l'époque et Lucene Solar n'existait pas non plus. Donc on a utilisé l'outil que fournissait Oracle, qui s'appelait Intermedia, qui était intégré dans le moteur de recherche, dans la base de données, qui paraissait donc une solution idéale. Oui, ça marchait à peu près. Disons, fonctionnellement ça marchait, mais ça tenait mal la charge. Et puis en plus de ça, ça fait que lorsque la base de données se saturait de recherche, du coup les ressources de base de données étaient prises et il ne restait plus rien pour faire la partie transactionnelle. Donc ça a été un de nos gros talons d'Achille pendant longtemps, d'un point de vue technique, c'était d'avoir le moteur de recherche intégré dans la base de données. En 2005, là aussi, peu après la grosse levée de fonds, après avoir passé quand même pas mal de nuits blanches sur ce problème et à tweaker l'indexation intégrée à la base de données, en 2005, on est passé sur un moteur de recherche qui s'appelle FAST, qui était assez équivalent de ce qu'est Algolia aujourd'hui, sauf que c'était on-premise, c'était pas du SaaS, c'était on-premise, donc on avait c'est comme Lucene Solar, quoi. On avait nos serveurs qui faisaient le moteur de recherche, et donc là, ça a énormément soulagé la base de données. Et du coup, avant ça, on passait des heures et des heures à optimiser toutes les requêtes base de données, à mettre des index dans tous les sens, à optimiser le cache. On avait un nombre de gigas de RAM qui était stratosphérique pour l'époque. Je crois que oui, on avait jusqu'à... Enfin, quand je suis parti, on devait être à 128 gigas de RAM sur le serveur de base de données encore, puisque ça restait le sujet. Et donc on était en train de mesurer en permanence ce qu'on appelle le cache hit ratio, c'est-à-dire le nombre de requêtes Oracle qui arrive à être traité entièrement en mémoire vive sans taper les disques. Puisque le goulot d'étranglement d'une grosse base de données, c'est évidemment les disques. Il n'y avait pas de SSD à l'époque. Et c'est après, d'ailleurs, c'est à la fin. Oui, à la fin, on avait des SSD. À la fin, tout était sur SSD de toute façon. À quel point le temps que tu as passé avec ton équipe à résoudre ces challenges techniques se sont révélés des avantages concurrentiels par rapport à tous ceux qui essayaient de vous embêter, de vous concurrencer à l'époque?
Malheureusement, je dirais que on était une boîte techno, mais pas suffisamment techno pour que le temps passé sur la techno soit vraiment un avantage, hein, je pense. Hein. Le sujet, c'était quand même une course au marketing, une course à la notoriété, une course à l'offre. D'accord. Enfin, ceci étant dit, pour contredire ce que je viens de dire, l'autre argument, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'effectivement, on a passé du temps à développer un système parallélisé qui permettait d'importer du stock de vendeurs professionnels. Et on a passé beaucoup de temps à paralléliser ça, à gérer les files d'attente pour pouvoir vraiment absorber des très très grands nombres de flux de fichiers de vendeurs professionnels qui nous envoyaient leurs fichiers plusieurs fois par jour. Donc on avait développé des snapshots, des trucs incrémentaux, etc. C'était assez balèze. Et là, probablement que c'était un avantage concurrentiel significatif, qui fait qu'à un moment donné, on avait quelque chose de tellement robuste sur l'import de stock que l'équipe commerciale est tellement à la fois robuste et tellement flexible que l'équipe commerciale, et j'avais mis en place une équipe paramétrage qui était une sorte d'interface ou de tampon pour protéger l'équipe technique de l'équipe commerciale. Et donc, c'était des gens qui étaient des techniciens, plutôt Bac+2, qui passaient leur journée à paramétrer plutôt que coder vraiment. C'était des petits codages, des tout petits projets pour un vendeur, s'assurer que le stock d'un vendeur est correctement paramétré pour que ce vendeur-là rentre correctement. Et donc là, probablement que c'était un de nos avantages concurrentiels, puisque c'est quelque chose qui était très bien lié et qui fait qu'on avait on n'était pas inquiet de l'augmentation des volumes et de la flexibilité, de la nature des fichiers qu'on recevait. On prenait tout, n'importe quel type de fichier on prenait et on pouvait monter ça en base sur n'importe quel type de produit. Certainement qu'un des avantages concurrentiels, c'était qu'à un moment donné, on a fait un effort de flexibilisation et de flexibilité du système en fait, là où au début, on avait une base de données qui ne faisait que livres, CD, DVD, jeux vidéo, à la fin, on avait une base de données qui savait aussi vendre des voitures et des vêtements. Donc, je ne sais pas si vous voyez le gap qu'il pouvait y avoir. Et donc, c'était ultra générique, c'était devenu ultra générique. Donc, il y a eu un gros effort pour partir de livres, CD, DVD, jeux vidéo, pour sortir de là et de fabriquer quelque chose d'ultra générique avec du XML et des attributs, un système à base d'attributs. Rendre ça très générique, là, il y a eu un gros investissement. Certainement que c'est devenu un de nos atouts, puisque le lancement d'une nouvelle catégorie de produits se faisait sans aucun développement. C'était uniquement du paramétrage. Et donc, c'était l'équipe commerciale qui devait recruter des vendeurs pros, l'équipe paramétrage qui paramétrait et qui ouvrait la catégorie, qui paramétrait la navigation, tous les attributs qui étaient plus ou moins importants et critiques, déterminants selon les différents types de produits. Alors, tu nous as rapidement parlé du rachat. Oui, par Rakuten. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur comment ça s'est passé, comment s'est passé le handover avec les équipes de Rakuten et quel a été l'impact pour toi sur la partie technique? Peut-être d'abord parler de la partie plus financière. Oui. Le montant public, c'est 200 millions d'euros. Ouais, c'est l'ordre de grandeur, ouais. En 2008, avant l'éclatement de la bulle de 2008, on a fait un processus d'IPO. Donc IPO, c'est introduction sur le marché boursier. Comme on avait racheté d'autres boîtes et on paraissait gros, on s'est dit allez, quitte ou double, on va tenter l'IPO. On a fait toute la documentation, on a fait tout le process, on avait la banque qui avait tout. Il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton Go. Pour être listé sur Euronext. Et on faisait l'IPO. Et finalement, les marchés se sont fermés avec cette explosion de la bulle de 2008. Et donc, du jour au lendemain, le truc est devenu totalement caduc et c'était juste pas la peine d'aller en bourse, quoi. Donc, premier gros coup sur la tête. Parce que donc une introduction en bourse, c'est normalement c'est lever beaucoup de fonds, c'est changer de braquet. Enfin, c'est vraiment un gros coup d'accélérateur pour une entreprise. Et c'est aussi un petit peu de cash out pour les cofondateurs. Un petit peu, pas beaucoup, mais un peu. Après ça, on s'est dit, bon, vu qu'on a fait tout le travail avec la banque,
et ben on va faire un processus de cession. On a eu une LOI de 3 Suisses qui nous a proposé 240 millions. Ce qui nous paraissait juste fabuleux. On a rencontré toute l'équipe de management de 3 Suisses. Et puis, il y a eu grosse crise chez 3 Suisses. Hein, et ils sont passés en redressement, je ne sais pas exactement juridiquement qu'est-ce qui s'est passé pour 3 Suisses. Mais du jour au lendemain, ils n'étaient plus du tout dans une posture de pouvoir nous racheter. À cause toujours de l'explosion de la bulle de 2008. C'est devenu très compliqué pour eux. Peut-être qu'il y a eu un gros serrage de vis de la part de leur actionnaire Auto. Et bon, finalement, ça a été plus ou moins démantelé, hein, 3 Suisses. Là, un deuxième gros coup sur la tête, où on s'est dit, waouh, grosse démotivation. On allait un peu au boulot le matin, entrer dans les pieds, se disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi, ça faisait 8-9 ans, peut-être, on était en 2009 à l'époque, je ne sais plus. Bref. Et puis, on a repris, on a recommencé à bosser, on s'est dit, on a développé l'entreprise, on s'est dit, bon, bah, ok, donc l'idée n'est plus de lever des fonds, l'idée est donc de rendre la boîte rentable, et pas juste rentable, mais très rentable. On s'est dit, bah, on va se rendre la boîte le plus rentable possible et on va se payer des dividendes. Et il y a eu un truc assez surprenant, c'est que 3i, notre investisseur de référence, s'est retiré du venture. À cause de l'éclatement de la bulle, ils se sont dit, bon, bah, nous, 3i, on se retire du venture en France tout au moins. Et donc, ils ont mis leurs actions à vendre. Et ils étaient prêts à vendre leurs actions vraiment pas cher par rapport à la valeur théorique de PriceMister. Et donc, les cofondateurs, on s'est endettés pour racheter les actions de 3i. Et au passage, il y a un autre gros actionnaire qui a cédé aussi. Et donc, on a racheté du coup pas mal d'actions pour plusieurs millions. On s'est endetté pour plusieurs millions, on a racheté pas mal d'actions. Et du coup, ce qui nous a encore plus incentivé à rendre la boîte le plus rentable possible. Parce qu'on s'est dit, en fait, finalement, on a fait une sorte de LBO. On s'est dit, bon, ben, on s'endette, mais cette dette, on va pouvoir la rembourser en se versant des dividendes chaque année. Donc, voilà, on pense qu'on va pouvoir facilement générer tant de résultats. Et donc, et on était dans ce mindset-là. On n'a pas eu le temps de se verser des dividendes, puisque il y a l'offre de Rakuten qui est tombée du ciel, alors qu'on ne s'y attendait pas. Évidemment, on l'espérait, mais elle nous est tombée du ciel en 2010. Voilà. Et c'était une très bonne offre, équivalente à celle de 3 Suisses. Et puis ensuite, s'en est suivi, on va dire, 6 mois un peu euphorique. Et puis progressivement, il y a eu un atterrissage où on s'est rendu compte que 5 ans d'earn-out, c'était très très long. Et puis... Juste pour expliquer le principe du earn-out. Donc, earn-out, c'est quand une entreprise rachète une entreprise où vous êtes actionnaire, sauf que l'argent que vous devez toucher, vous ne le touchez pas tout de suite. Il faut rester une certaine période dans l'entreprise afin de toucher l'intégralité de l'argent. Alors, il y a plusieurs formes d'earn-out. Il y en a qui sont comme tu le décris. Dans notre cas, on a touché 100% en 2010. Le deal, c'était que chaque année, en fonction de certains critères, en fonction de certains KPI, on pouvait toucher 10% de plus. D'accord. Donc, bon, c'était un earn-out super bien négocié. C'est rarement comme ça. Généralement, c'est plutôt 80% qui sont touchés tout de suite et les 20% restants qui sont touchés sur les 2 années qui suivent. Nous, on avait un earn-out de 5 ans, ce qui est très original. Normalement, c'est plutôt 2 ans. D'ailleurs, je ne vous recommande pas du tout 5 ans, hein, si jamais ça vous arrive. On va essayer de plutôt faire 2 ans, voire moins. Et en plus, c'était 10% de plus chaque année. Donc, du coup, pour nous, on a plutôt vendu, vu de notre fenêtre, on a plutôt vendu pour 300 millions que 200. Et on a eu la chance, par contre, on a eu notre earn-out. Du coup, pardon, qu'est-ce que ça a changé? Ce que ça a changé, c'est que c'est plus ta boîte, quoi. C'est plus ta boîte, t'es plus chez toi. En plus, Rakuten, c'est un groupe qui est... toutes les décisions, mais même la couleur de la moquette, elles sont prises par le PDG.
Au Japon? Ouais, au Japon. Donc c'était abominable. C'était à la fin, c'était un peu une souffrance. Est-ce qu'il y a eu des demandes d'intégration technologique avec d'autres systèmes de Rakuten en Europe? Ouais, mais on a réussi à faire pas mal de pushback. À un moment donné, ils ont été intelligents, ils se sont dit bon, ben, on va demander à Justin de prendre la direction technique de toute l'Europe. On va lui confier des responsabilités au sein du groupe, et comme ça, peut-être qu'on va réussir à rentrer dans le truc. Et effectivement, du coup, bah, j'étais un petit peu plus monteur, donc j'ai créé des équipes en France, qui étaient non plus des équipes qui étaient hébergées par Price Minister, mais qui travaillaient pour le groupe Rakuten. Et donc je leur avais vendu qu'on avait des super ingénieurs en France, donc c'était une bonne idée de faire ça. C'est vrai. Ce qui est vrai. Et effectivement, ouais, c'est vrai, comparé au Japon. Et du coup, à un moment donné, il était question qu'on fasse un certain nombre de projets d'intégration, et particulièrement qu'on prenne leur techno. Enfin, la techno dont j'avais une partie de mes équipes en France qui contribuaient à ce développement. Bon, en fait, la techno qu'ils ont développée, c'était tellement ridicule et tellement n'importe quoi que ça s'est jamais fait. Je pense que ça c'est. Moi, j'ai quitté en fin 2015, mais je pense que ça s'est jamais fait. Et bon, il y a quand même quelques intégrations techniques qui ont eu lieu, mais il y a eu énormément de pushback. On a dû faire énormément de pushback parce que, en fait, nous, comme on était une entreprise, je dirais relativement petite par rapport à Rakuten, et en plus, on avait des contraintes de rentabilité très très fortes, donc tous les prestats qu'on avait et tous les softs qu'on avait étaient ultra négociés. On avait des prix, même pour Oracle, hein, nos prix étaient limite meilleurs que les prix de Rakuten, quoi. Pour Salesforce, on avait des prix bien meilleurs que les prix groupe de Rakuten, quoi. Donc, de temps en temps, ils nous disaient bon, ben, on veut harmoniser, tous les sites du groupe vont utiliser Core Metrics. Et on leur disait, bah, ouais, vous êtes gentil, mais le coût de Core Metrics est très supérieur au coût de AT Internet. Donc, ouais, il y a quelques fonctionnalités intéressantes, mais on ne va pas payer. Donc, si vous voulez qu'on fasse cette migration, à ce moment-là, vous couvrez le prix le gap. Et puis, vous nous payez aussi toutes les formations en interne, vous payez le change management, parce qu'on a plein de rapports qui tournent et qui sont calés sur AT Internet, etc. Donc, c'était beaucoup de choses comme ça. Et finalement, le truc s'étiolait. Et puis, malgré un grand nombre de réunions, on a eu quand même relativement peu d'intégration. Mais il y avait beaucoup de demandes. Et donc toi, tu as quitté Rakuten en 2015. Oui. Qu'est-ce que tu fais depuis 2015? Depuis 2015, je suis business angel à temps plein. Donc j'accompagne, je fais beaucoup de mentoring. J'ai une vingtaine de boîtes en direct. Je suis souscripteur d'Isaïe, je suis partenaire de 50 Partners, je suis également opérationnel dans un fonds qui fait soit du SaaS, soit du redressement d'entreprise. Je suis très actif dans 50 Partners, je suis très actif avec les boîtes que j'accompagne et ça m'occupe toute la journée. Super. On arrive à la fin de cet entretien. Justement, en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui business angel, c'est quoi les sujets qui t'excitent en ce moment, les technos ou les opportunités qui t'excitent le plus? Alors, le mot excité est important parce que je n'investis que sur les sujets qui m'excitent. Il m'arrive parfois de voir des dossiers très rentables, très intéressants, mais qui ne m'excitent pas, donc je les laisse de côté, je les laisse à d'autres. Donc j'ai une relation assez émotionnelle avec les dossiers dans lesquels j'investis. Premier point. Deuxième point, et donc ça ne veut pas dire que si j'investis pas dans un dossier, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais dossier, ça veut dire juste que ça ne m'excite pas. Et les choses qui me font exciter, ben, c'est pas évident, qui m'excitent je dirais, c'est pas évident de savoir exactement ce que c'est quand même plutôt des sujets tech. Donc récemment je me suis plutôt spécialisé sur des sujets SaaS, et donc tech. Parmi mes derniers investissements, j'ai Datadome. Donc Datadome, ça m'avait vraiment fait kiffer. Screen, ça m'avait bien fait kiffer. Algolia. Un autre truc qui s'appelle Evina. Donc c'est de la sécurité mobile. Qu'est-ce que... Je suis en train de regarder Kelab,
enfin plus que regarder d'ailleurs, on va investir dans Kelab, qui est une intelligence artificielle pour le diagnostic des cancers, qui travaille sur des biopsies, donc sur des lames qui sont grandes comme ça, qui sont des échantillons de biopsie. À partir d'une lame comme ça, au microscope, ça génère une image qui fait 1 giga, qui est ensuite subdivisée en plein de petites images. On doit essayer de chercher les zones intéressantes là-dedans pour essayer de trouver les cancers. Et donc on avance là-dessus. Ça, je trouve ça, ouais, ça c'est assez kiffant, ça m'excite bien. Maintenant, c'est pas vraiment du SaaS, donc je fais une petite entorse. C'est quand même très tech. Caméléon, c'est une boîte dans laquelle j'ai investi très tôt. Bon, j'en ai plein d'autres. Et ma dernière question, c'est, à part le sujet en lui-même, plutôt tech, plutôt SaaS, quelles sont les caractéristiques que tu vas rechercher chez un fondateur? C'est quoi? Est-ce que tu as des traits de caractère spécifiques? Est-ce que tu as des indices que tu utilises, notamment vu que tu investis assez tôt dans les projets? Ouais, alors effectivement, il y a, sur le assez tôt dans les projets, plus on investit tôt dans un projet, moins on investit avec Excel. Et donc moins on investit avec son cerveau, mais plus avec ses tripes. Et du coup, l'équipe, on investit sur une équipe, sur un produit, sur une idée, sur un marché et sur une équipe. Et donc la relation que j'arrive à avoir et l'interaction que je vais avoir, le type d'individu, le type de personnalité, évidemment super important. Mais du coup, je ne saurais pas tellement te dire des traits de caractère, mais c'est que il faut que ce soit un type ou une nana avec qui j'ai un bon fit. Je sens que je vais avoir une bonne communication. J'essaye la plupart du temps d'être assez présent, d'être au board ou au comité stratégique. Et donc, j'ai une ou deux boîtes avec lesquelles le fit est pas bon. Et c'est une douleur pour moi. C'est douloureux, quoi. Donc j'essaie vraiment d'éviter ça. La relation, la capacité d'écoute. Il ne s'agit pas de la capacité d'écoute, ça ne veut pas dire amen à tout ce que je dis, mais ça veut dire qu'il faut que je sois confiant, que le mec il l'ait entendu, qu'il l'ait compris, qu'il l'ait assimilé, quitte à ce qu'il me dise que c'est n'importe quoi, mais qu'il me l'argumente, quoi, et qu'il m'explique que c'est n'importe quoi. Ou alors qu'il me dise écoute, c'est pas n'importe quoi, mais juste aujourd'hui je pense que c'est pas prioritaire. Ok, très bien. Donc c'est quoi ta priorité? Explique-moi ta priorité qui est plus prioritaire que ce que je te propose. Et ce genre de discussion, et que j'ai pas l'impression que le gars est fourbe, que le gars ouais, qui communique bien, qui soit franc du collier, qui soit no bullshit. Super. Justin, c'est la fin de notre entretien. Je vais éteindre la caméra et laisser les étudiants poser des questions. Merci.